à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de la Grèce, de la Lettonie, de la Pologne et de l'Ukraine à participer à la séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à la séance. Monsieur Khaled Kiari, sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix, ainsi que Madame Lisa Doughton, directrice de la division du financement et des partenariats au Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite également son Excellence, Monsieur Stavros Lambrinidis, chef de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations unies, à participer à la séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer son examen du point 2 à l'ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Monsieur Khaled Kiari. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il y a 2 semaines, le secrétaire général a participé à une réunion du Conseil pour commémorer le 2e anniversaire du début de l'invasion totale de la Russie en Ukraine, invasion lancée en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. À l'occasion de ce triste moment, nous avons entendu un message clair et retentissant lancé par les membres de l'organisation. La trajectoire prise par cette guerre et le tribut humain énorme qu'elle impose ne sont pas tenables et sont dangereux, en particulier pour les civils ukrainiens. Nous avons entendu de nombreux appels urgents lancés ici au Conseil et à l'Assemblée générale en faveur de la désescalade, la paix et le respect des principes énoncés par la Charte des Nations unies. Toutefois, ces 2 dernières semaines ont été marquées par une intensification des attaques à l'encontre des civils dans diverses régions ukrainiennes. Des frappes ont également été signalées en Fédération de Russie, y compris aujourd'hui dans la région de Belgorod, entraînant supposément des victimes. Malheureusement, nos appels lancés pour que les civils soient protégés ont fait lettre morte. Monsieur le Président, la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, est devenue, ces derniers jours et ces dernières semaines, la cible fréquente d'attaques aux missiles et aux drones, ce qui a eu des conséquences dévastatrices. Il y a 2 jours, un missile russe aurait frappé Odessa, causant la mort de 5 personnes et blessant plusieurs personnes. D'autres attaques aux drones auraient été signalées la nuit dernière. Le samedi 2 mars, 12 personnes auraient été tuées lors d'une attaque au drone contre un bâtiment résidentiel. Il s'agissait notamment de 5 enfants, dont une majorité d'enfants de moins de 3 ans, ce qui en fait l'incident le plus mortel pour les enfants en plus de 9 mois. Cet incident déchirant a eu lieu après des attaques de drones qui ont eu lieu lors de 2 nuits consécutives, les 22 et 23 février, fauchant la vie de 4 personnes. Depuis février 2022, Odessa, un pôle important pour les exportations agricoles ukrainiennes, a également souffert de frappes répétées contre son infrastructure. Les sites de patrimoine culturel de la ville n'ont pas été épargnés. Odessa est loin d'être la seule ville ukrainienne à faire l'objet de tirs constants. Ces derniers jours, des victimes parmi les civils ont été signalées à Kharkiv, à Donetsk, à Soumy et dans la région de Zaporijia d'Ukraine. La nuit dernière, 2 personnes auraient été tuées du fait d'une attaque au missile contre la ville de Kupiansk, dans la région de Kharkiv. Hier après-midi, une frappe russe contre la ville de Sumy aurait blessé un civil, endommagé l'hôpital central de la ville, ainsi que le centre médical d'urgence de la région. Et il ne s'agit là que de quelques incidents récents. Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations indiquant que les affrontements font désormais tache d'huile dans de nouvelles zones résidentielles de l'est de l'Ukraine. Tout au long de la guerre,
Les affrontements qui ont eu lieu dans des villages et des villes ukrainiens ont entraîné la destruction complète ou quasi complète du fait des actes des forces russes. Nous l'avons vu à Mariupol, à Bakhmut, à Lysychansk, à Severodonetsk, à Volnovakha et plus récemment à Avdiivka. Cette tendance épouvantable ne saurait se poursuivre. Selon le HCDH, l'invasion totale de la Russie en Ukraine aurait déjà entraîné la mort de quelques 10 703 civils, y compris 594 enfants. 20 146 personnes de plus, y compris 1316 enfants, ont été blessés. Nous condamnons toutes les attaques contre les civils et l'infrastructure civile. Ces attaques sont prohibées en vertu du droit international. Ces attaques sont inacceptables et doivent cesser. Monsieur le Président, le secrétaire général a, lors de sa récente intervention au Conseil, insisté sur le fait que l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États constituent des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Ces principes sont au cœur de notre ordre multilatéral. Les informations qui indiquent que la Fédération de Russie entend organiser des élections présidentielles en mars sur les territoires ukrainiens qui relèvent actuellement de son contrôle nous préoccupent au plus haut chef. Les tentatives d'annexion illégale de territoires ukrainiens ne sont pas valides en vertu du droit international tel que déclaré notamment par l'Assemblée générale. L'ONU demeure pleinement attachée à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Monsieur le Président, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Je souhaite rendre hommage aux femmes et jeunes filles ukrainiennes qui, en dépit des horreurs inimaginables dont elles ont souffert, continuent d'œuvrer pour appuyer leur communauté et bâtir un avenir meilleur pour leur pays. Toutefois, les turbulences économiques causées par la guerre frappent de manière disproportionnée les moyens de subsistance des Ukrainiennes. Leur bien-être risque d'être mis à mal du fait d'un accès restreint des services essentiels. Elles se heurtent à des risques accrus de violences sexuelles et de violences au motif de genre. Nous continuons d'œuvrer afin que les besoins des femmes et des jeunes filles soient satisfaits dans le cadre de nos efforts visant à atténuer les répercussions de la guerre. Nous sommes également engagés à établir des partenariats avec des dirigeantes ukrainiennes et avec des championne du programme Femmes, Paix et Sécurité afin de promouvoir la participation pleine et égale des femmes au processus décisionnel, à la reconstruction et aux efforts de paix. Monsieur le Président, ces 2 dernières années ont imposé un lourd tribut pour l'Ukraine, l'Europe et le monde entier. Nous ne saurions permettre que cette guerre soit source de davantage de morts, de destruction et de souffrance. Pour citer le secrétaire général, le moment est venu pour la paix, une paix juste fondée sur la Charte des Nations Unies, le droit international et les résolutions de l'Assemblée générale. Fin de citation. Les Nations Unies demeurent prêtes à appuyer tout véritable effort allant en ce sens. Je vous remercie. Je remercie M. Chiari de son exposé. Je donne maintenant la parole à Mme Lisa Doughton. Merci, Monsieur le Président. 2 ans et 13 jours se sont écoulés depuis l'escalade majeure de cette guerre. La dernière vague d'attaques à Odessa, à Kharkiv et à Soumy, ainsi que dans la région de Donetsk ces derniers jours, montre que le conflit continue d'infliger une souffrance humaine innommable, continue d'être source de mort et de dévastation pour la population ukrainienne. Nous sommes particulièrement choqués par la frappe ayant touché un bâtiment résidentiel à Odessa ce week-end dernier. Selon les autorités locales, cette frappe aurait causé la mort de 12 civils, y compris de 5 enfants. Les récentes attaques ont privé de nombreux civils d'électricité, de chauffage et d'eau. Des bâtiments résidentiels ont été endommagés ou détruits par les répercussions des frappes dans des villes et villages des régions de Donetsk, Kherson et Dnipro, rendant des milliers de personnes sans abri. Et ces personnes ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire. Alors que l'hiver bat son plein, ces dégâts menacent la vie des plus vulnérables en particulier, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées. Nombreux sont ceux qui ont dû rester en ligne de front et souffrent du fait des perturbations des services essentiels causées par la guerre.
Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU indique que près de 31 000 civils auraient été tués ou blessés depuis le 24 février 2022. Cela m'amène à répéter que les attaques à l'encontre des civils et de l'infrastructure civile sont prohibées en vertu du droit international humanitaire. Les attaques aveugles sont strictement prohibées. Les parties au conflit doivent veiller à épargner tout civil ou toute infrastructure civile, y compris l'infrastructure essentielle pour la survie des civils. À l'occasion de cette journée internationale de la femme, alors que nous saluons les Ukrainiennes en tant que moteurs fondamentaux de changement et alors que nous commémorons le travail incroyable réalisé par les organisations de femmes ukrainiennes, nous devons également prendre note des graves répercussions que ce conflit a sur les femmes et les jeunes filles en Ukraine. Le FNUAP indique qu'un tiers des ménages dirigés par des femmes en Ukraine peinent à mettre de la nourriture sur la table et 60% des femmes âgées ne sont pas à même de répondre à leurs propres besoins de base. Une augmentation de la violence au motif de genre à l'encontre des femmes et jeunes filles constitue un fait marquant de cette guerre. Malheureusement, le manque de ressources suffisantes pour préserver et élargir les réseaux de services médicaux et sociaux signifie que parmi les 2,5 millions de personnes qui pourraient être victimes de la violence au motif de genre au cours de l'année à venir, notamment du fait de leur déplacement à proximité des lignes de front, n'obtiendront pas accès aux services dont elles ont besoin. Monsieur le Président, l'ONU et ses partenaires continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de fournir une aide humanitaire aux millions de personnes en ayant besoin en Ukraine, et ce, en dépit de la détérioration de la situation sécuritaire. En 2024, 2 travailleurs humanitaires ont déjà perdu la vie, 10 ont été blessés, ce qui montre les risques liés à l'acheminement de l'aide à proximité des lignes de front. Nous sommes reconnaissants aux bailleurs de fonds qui nous ont fourni 11% des 3,1 milliards de dollars nécessaires dans le cadre du plan d'intervention humanitaire pour l'Ukraine 2024. Ça nous a permis de répondre aux répercussions actuelles du conflit et de fournir une aide vitale. Toutefois, davantage d'appui financier est urgemment nécessaire pour poursuivre nos opérations. Ces derniers mois, les humanitaires ont fourni à plus d'1,7 million de personnes une forme directe ou indirecte d'aide en lien avec l'hiver, y compris du chauffage, des services de réparation et d'entretien des systèmes énergétiques et des systèmes de chauffage ou encore des matériaux nécessaires pour la réparation des foyers. Cet engagement et l'endurance dont on fait montre nos 600 partenaires qui fournissent une aide humanitaire en Ukraine sont remarquables. Ils œuvrent en dépit d'une sécurité épouvantable et en dépit des risques pour fournir aux civils les services et les biens dont ils ont besoin pour survivre à ce dur hiver. En 2024, l'ONU et ses partenaires ont dû s'adapter afin de pouvoir fournir une aide à la population qui est frappée par l'intensification des affrontements à proximité des lignes de front. Ils ont fourni des biens essentiels à près de 13 000 résidents frappés par la guerre au sein des communautés en ligne de front par le biais de 11 convois interinstitutions. Ces convois sont une bouée de sauvetage. Rien que la semaine dernière, 2 convois interinstitutions ont pu acheminer une aide à des communautés à Kherson et à Donetsk, des communautés qui avaient été durement frappées par des mois d'affrontements. Ils leur ont apporté des stations, des générateurs portables, des biens d'hygiène et d'autres denrées essentielles. Cet appui interinstitution s'assortit de nombreuses livraisons réalisées par des organisations et des bénévoles locaux. Mais Monsieur le Président, nous nous heurtons à des obstacles considérables pour fournir une aide à toutes les personnes dans le besoin. L'une des difficultés majeures demeure le manque d'accès humanitaire dans certaines parties des oblasts de Donetsk, Kherson, Lugansk et Zaporizhia, occupées par la Fédération de Russie. Alors que les hostilités se poursuivent, nous sommes gravement préoccupés par le sort des civils sur ces territoires, des civils que nous ne pouvons pas atteindre dans les volumes adéquats. Les conséquences pour les 1,5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide vitale sont inimaginables. Et pourtant, on pourrait les éviter. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, en vertu du droit international humanitaire, toutes les parties doivent permettre et faciliter le passage rapide et non entravé de l'aide humanitaire pour les civils dans le besoin, et veiller à ce que le personnel humanitaire dispose de la liberté de circulation nécessaire pour ces activités. Ça s'applique aux civils où qu'ils se trouvent en Ukraine. Monsieur le Président, l'ONU et les partenaires de l'humanitaire demeurent engagés à sauver des vies et à préserver la dignité de la population frappée par cette guerre. Toutefois, elle a trop duré. Il est temps d'y mettre un terme. Je vous remercie. Je remercie Madame Daughton de son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer des interventions. Je donne tout d'abord la parole au représentant de la France. Monsieur le Président,
Je remercie M. Chiari et Mme Dalton pour leurs exposés. Mercredi, des missiles russes ont frappé la ville d'Odessa, causant la mort de 5 personnes. Certains de ces missiles se sont abattus à quelques centaines de mètres du convoi qui transportait le président ukrainien et le Premier ministre grec, alors en déplacement dans cette ville. Samedi dernier, des attaques de drones contre un immeuble d'habitation avaient tué 12 personnes, dont 5 enfants, et en avaient blessé 20 autres. Les autorités russes continuent de bafouer le droit international humanitaire dans la poursuite de la guerre d'agression illégale qu'elles mènent depuis plus de 2 ans contre l'Ukraine. Le bilan de cette guerre est désastreux et continue de s'alourdir. On dénombre 10 500 civils tués depuis le début du conflit et le nombre réel est sans doute bien plus élevé. Les frappes conduites par la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes au cœur de l'hiver ont privé des centaines de villes et de villages d'électricité. Plus de 4 millions de personnes, dont 1 million d'enfants, ont été déplacés et plus de 17 millions ont besoin d'assistance humanitaire. La France est mobilisée pour répondre aux besoins. Elle a engagé près de 300 millions d'euros d'aide depuis le début du conflit. Elle a organisé plus de 50 opérations pour acheminer plusieurs milliers de tonnes de frais. Le droit international humanitaire interdit les frappes contre les populations et infrastructures civiles qui ne participent pas aux hostilités. La France condamne ces violations du droit international humanitaire et elle exige que les auteurs soient punis. La commission d'enquête indépendante du Conseil des droits de l'homme a dénoncé les attaques indiscriminées contre les populations et les infrastructures essentielles de l'Ukraine. La Cour pénale internationale a émis le 5 mars des mandats d'arrêt contre Sergueï Kobilak et Viktor Sokolov, qui sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, cette guerre cause des souffrances bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Lorsque la Russie frappe les infrastructures de stockage et d'exportation de céréales, elle provoque une insécurité alimentaire qui pèse sur les populations vulnérables du monde entier, notamment des pays en développement. Pour répondre à cela, la France continuera de soutenir les initiatives visant à permettre les exportations de céréales ukrainiennes, comme les corridors de solidarité ou l'initiative Grain from Ukraine. Monsieur le Président, après plus de 2 ans d'agression, la Russie mise sur l'épuisement du peuple ukrainien et sur la lassitude de ceux qui le soutiennent. Elle n'y parviendra pas. Nous continuerons d'apporter un soutien politique, militaire et humanitaire à l'Ukraine pour l'aider dans l'exercice de son droit à la légitime défense. Nous continuerons d'appeler la Russie à retirer ses troupes du territoire ukrainien, comme l'a demandé la Cour internationale de justice dès le 16 mars 2022. Nous resterons mobilisés pour faire respecter les principes de la Charte des Nations Unies qui peuvent seuls, ici comme ailleurs, servir de base pour une paix juste et durable. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Équateur. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le sous-secrétaire général Khaled Chiari pour son exposé édifiant. Merci aussi à la directrice de l'OCHA, Lisa Doughton. Je salue aussi la présence parmi nous des représentants de l'Ukraine, de la Grèce, de la Pologne, de la Lettonie et de l'Union européenne. Il est regrettable qu'en dépit de nos efforts collectifs, le Conseil doive se réunir une fois encore pour entendre des rapports faisant état des effets dévastateurs d'un conflit qui continue de faire fi de la vie humaine et du droit international humanitaire. Nous sommes consternés par les informations reçues faisant état de l'attaque du 6 mars à Odessa. Une frappe a touché des infrastructures portuaires, faisant tragiquement 5 morts parmi les civils. Le fait que cette attaque coïncide avec la visite du Premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis,
nous montre à quel point les normes internationales sont foulées aux pieds de manière éhontée. Et cela nous montre aussi que la diplomatie perd du terrain. Nous devons rejeter le plus énergiquement possible cet acte. Cet incident représente par ailleurs un coup porté aux artères vitales d'une ville qui joue un rôle fondamental pour l'économie de l'Ukraine et de la région. Attaquer des infrastructures essentielles, en plus de constituer une violation directe du droit international, a un effet domino. Des innocents sont touchés, la crise humanitaire s'en trouve exacerbée, la sécurité alimentaire mondiale dans son ensemble est mise à mal. L'Équateur réitère son appel urgent en faveur d'une cessation des attaques visant la population et les infrastructures civiles. Nous insistons sur la responsabilité qui incombe aux parties de respecter au pied de la lettre les obligations qui leur sont faites par le droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Ce bain de sang incessant, la destruction que cause ce conflit affecte non seulement la population civile en Ukraine et en Russie, mais signifie un risque plus élevé d'escalade du conflit. Les répercussions possibles pourraient gravement menacer la sécurité mondiale. Chaque acte de violence, chaque discours incendiaire, chaque attaque visant les infrastructures civiles, chaque perte en vies humaines nous rapproche dangereusement du point de non-retour. Les possibilités d'un règlement pacifique se réduisent comme peau de chagrin. L'histoire nous l'a appris à différentes reprises. En cas de conflit armé, personne ne gagne. Le seul moyen de parvenir à une solution durable consiste à négocier, à faire jouer la diplomatie. Nous réitérons l'appel lancé à la Fédération de Russie afin qu'elle mette un terme à ses opérations militaires en Ukraine, tel que l'a demandé la Cour internationale de justice en mars 2022. Le monde compte sur nous, sur notre capacité de venir à bout des conflits. Nous devons mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour avancer vers une paix juste et durable sur la base des principes contenus dans la Charte des Nations Unies. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Équateur pour sa déclaration. La parole est aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Je remercie également le sous-secrétaire général Chiari et la directrice de l'OCHA pour leurs exposés. Monsieur le Président, les États-Unis condamnent en les termes les plus vigoureux le raid aérien de la Russie visant des infrastructures civiles de l'Ukraine. Le 6 mars, les frappes russes contre la ville portuaire d'Odessa sont venues nous rappeler brutalement à quel point la Russie, au quotidien, lance des attaques destructives contre la population et les infrastructures de l'Ukraine. Malheureusement, les attaques visant Odessa ne sont pas une nouveauté. Le week-end dernier, les ports ont indiqué que des frappes russes avaient frappé un immeuble de logement, faisant 12 victimes mortelles et d'autres blessés. Parmi les tués se trouvaient 5 enfants. L'un d'entre eux n'avait que 7 mois. Les rapports nous indiquent que 5 civils au moins ont été tués le 6 mars. Nous pleurons ces pertes tragiques en vies humaines. Chaque décès de civils en situation de conflit, où que ce soit dans le monde, est une tragédie. Cette fois-ci, alors que les sirènes indiquant un raid aérien se sont déclenchées, le président de l'Ukraine et le Premier ministre de la Grèce rendaient hommage aux victimes à Odessa après des mois de bombardements nourris. La frappe russe a touché un site à 100 mètres de leur convoi. Les tentatives de la Russie pour justifier l'injustifiable aujourd'hui n'enlèvent rien aux faits. La Russie continue sa guerre d'agression contre un autre État membre souverain de l'ONU en violation de la Charte. L'Ukraine n'aurait pas besoin de demander des réunions urgentes du Conseil si la Russie met un terme à son agression. Les civils ukrainiens souffrent au quotidien, meurent, sont victimes de destruction du fait des tentatives du Kremlin de conquérir et d'assujettir leur pays. Monsieur le Président, n'oublions pas qu'après la suspension de la participation de la Russie à l'initiative céréalière en mer Noire, laquelle a privé certains des pays du monde étant en situation d'insécurité alimentaire, les privant de céréales, la Russie ne s'est pas arrêtée. Elle a multiplié les attaques contre les ports d'Odessa, les infrastructures, les silos à grains, à céréales. Ces attaques étaient non seulement cruelles,
mais elle faisait partie d'une campagne visant à réduire à néant l'économie ukrainienne, faute de pouvoir réduire à néant son armée. Par ces frappes, la Russie a détruit plus de 300 000 tonnes de céréales et d'installations vitales de stockage. L'Ukraine a réagi avec résilience et créativité, lançant un couloir humanitaire permettant de reprendre les exportations ukrainiennes pour atteindre un niveau sans précédent par rapport au début de l'invasion. La Russie attaque non seulement des infrastructures alimentaires, mais aussi des infrastructures énergétiques. Au début de la semaine, la Cour pénale internationale a publié un mandat d'arrêt visant Charles Kovilac, un ancien commandant des troupes aéroportées, et Viktor Sokolov, commandant de la flotte dans la mer Noire, pour allégation de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, en lien avec l'attaque menée par la Russie visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. À chaque moment, le Kremlin choisit la guerre et l'escalade. Elle poursuit ces attaques, se procure en missiles et autres armements auprès de la RPDC en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Chers collègues, les États-Unis restent aux côtés de l'Ukraine et continueront de demander l'application du principe de responsabilité. Le chemin à suivre est clair. La Russie doit cesser ses attaques visant l'Ukraine et se retirer immédiatement de manière intégrale de l'ensemble du territoire ukrainien pour revenir à l'extérieur des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis. La parole est au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le sous-secrétaire général Kerry et Madame Doughten pour leurs exposés. Vous savez à qui vous avez affaire. Peu importe où qu'ils frappent, ils n'en ont cure. Voilà ce que disait le président de l'Ukraine mercredi. Il aurait pu le dire à maintes reprises depuis le début de la guerre. Nous sommes contraints de nous réunir une fois encore pour faire face à une nouvelle série consternante d'attaques à l'aide de missiles contre l'Ukraine. Le 2 mars, 12 civils, dont 5 enfants, ont perdu la vie lorsque des débris ont frappé un immeuble d'appartement à Odessa. Une des victimes était un bébé d'à peine 4 mois. Le 6 mars, alors que le président Zelensky et le Premier ministre de la Grèce, Mitsotakis, rendaient hommage aux victimes mortelles, une autre frappe russe a frappé la ville. Si, heureusement, ils ont échappé de justesse à cette frappe, 5 autres personnes n'ont pas eu cette chance. Monsieur le Président, nous nous réunissons bien trop souvent ici même pour traiter des souffrances humaines infligées par la Russie à l'Ukraine. Cette semaine, nous avons parlé d'attaques visant des bâtiments résidentiels. Par le passé, il s'agissait d'attaques visant des hôpitaux, des écoles, des gares, des hôtels, des restaurants. À chaque fois, ce sont des civils ukrainiens innocents qui paient de leur vie ces attaques. La veille de cette dernière frappe, la CPI annonçait 2 nouvelles mises en accusation visant des hauts représentants de l'armée russe pour des allégations de campagne de frappe visant les infrastructures électriques de l'Ukraine. Il ne s'agit pas là d'agissement d'un pays qui souhaite la paix. Poutine affirme avoir lancé cette guerre pour protéger les civils ukrainiens. Dans la pratique, il les terrorise. Les agissements de la Russie nous montrent qu'elle méprise pleinement le droit international et la Charte des Nations Unies. Elle essaie d'intimider l'Ukraine, sa population, et ceux qui soutiennent l'Ukraine. La Russie ne réussira pas. Les précédentes attaques de la Russie contre Odessa ont totalement échoué. L'Ukraine a repoussé l'essentiel de la flotte de Crimée en mer Noire et exporte dans les quantités les plus importantes depuis ses ports depuis le début de la guerre. Comme le disait le secrétaire britannique à la Défense à Kiev hier, le Royaume-Uni continue de soutenir l'Ukraine et fournira 325 millions de livres sterling supplémentaires pour aider l'Ukraine à se défendre. Les Ukrainiens nous ont montré qu'ils ne se laisseront pas soumettre. Et la Russie doit savoir que le Royaume-Uni est fier d'être aux côtés de l'Ukraine. Ainsi donc, nous répétons notre appel à la Russie.
Retirez vos troupes. Mettez un terme au bain de sang. Mettez un terme à cette guerre dénuée de sens. L'Ukraine mérite une paix juste et durable qui respecte son intégrité territoriale. Avec notre soutien, c'est exactement ce que l'Ukraine obtiendra. Merci. Je remercie le représentant du Royaume-Uni. La parole est à la Slovénie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie moi aussi le sous-secrétaire général Chiari et la directrice Doughton pour leurs exposés. Monsieur le Président, permettez-moi de formuler quelques remarques au nom de mon pays. Premièrement, la ville d'Odessa demeure une des villes parmi les plus assiégées depuis le début de la guerre en Ukraine. Les attaques aériennes de la Russie se sont multipliées de manière spectaculaire depuis juillet de l'année dernière, après que la Russie se soit retirée de l'initiative céréalière en mer Noire. Cette ville portuaire a fait l'objet de plus de 1000 attaques aux drones à l'aide de missiles depuis lors. Ces attaques sont à ce point fréquentes qu'elles ne font même plus la une. La communauté internationale n'en fait plus qu'à. Les sirènes annonçant des bombardements aériens se déclenchent, des drones, des missiles apparaissent, des infrastructures sont réduites à l'état de ruine, des civils sont enterrés sous les décombres. Pour finir, les sites des attaques sont couverts de fleurs, de bougies, de peluches. Et le cercle vicieux se répète le lendemain. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter que ceci devienne l'ordinaire pour les habitants des villes ukrainiennes telles qu'Odessa. N'oublions pas les violations flagrantes du droit international. Nous ne saurions tolérer l'utilisation aveugle d'armes explosives dans les zones densément peuplées. Deuxièmement, mercredi dernier, nous avons une fois encore constaté que la Russie touchait le fond. Dans le cadre d'une agression en Ukraine, à Odessa, un missile a atterri à quelques centaines de mètres de 2 dirigeants de nations souveraines. Nous sommes soulagés qu'aucun dommage ne leur ait été causé, mais des civils ont perdu la vie dans cette frappe. Nous sommes consternés par cette attaque que nous condamnons en les termes les plus vigoureux. Il s'agit là d'un nouvel épisode de cette guerre inutile. Des armes explosives ont été utilisées sans discrimination en violation flagrante du droit international humanitaire. Le Conseil de sécurité doit commencer à s'acquitter de sa responsabilité première, garantir la prise de mesures rapides et efficaces pour ramener la paix et la sécurité à l'Ukraine et à l'ensemble de la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Slovénie et donne la parole au Mozambique. Monsieur le Président, nous sommes reconnaissants à Monsieur Chiari, sous-secrétaire général, et à Madame Lisa Doughton, directrice de l'OCHA, pour leurs exposés importants et édifiants. Monsieur le Président, il y a 2 semaines, le Conseil se réunissait en cette salle pour commémorer le 2e anniversaire de ce conflit qui se poursuit. À ce moment-là, le Mozambique avait exprimé ses vives préoccupations face à la dangereuse escalade de la guerre, mettant en exergue ses conséquences économiques, politiques et humanitaires particulièrement graves. Nous prônions alors, dans notre intervention, la nécessité de revoir considérablement notre copie pour parvenir à un règlement en insistant sur le rôle charnière de la diplomatie. Malheureusement, la récente salve d'attaque n'a fait que nous éloigner davantage des perspectives de détente. Nos appréhensions face à l'escalade du conflit sont justifiées. De toute évidence, nous constatons une escalade qui risque de saper davantage la sécurité et la stabilité de l'Europe et de l'ensemble du monde.
Cette situation exacerbe la menace de recours à l'arme nucléaire tactique au titre de représailles. Cette position est particulièrement éloignée de la Charte des Nations Unies qui contraint ses membres à régler leurs différends internationaux par des voies pacifiques, même en situation de conflit. Monsieur le Président, l'histoire, et l'histoire récente par ailleurs, nous a montré que même en temps de confrontation et de menaces nucléaires, il est possible d'assurer un leadership fort pour éviter de plonger encore dans le conflit. Il est possible de retrouver le chemin du dialogue et de la paix. Nous devons retrouver cet esprit constructif qui, il y a plus de 30 ans de cela, avait permis aux pays de l'Europe de s'engager à bâtir sur leur continent une maison commune, un espace de paix. Cet esprit de coopération et de négociation, nous en avons plus que jamais besoin aujourd'hui. Le Mozambique demeure déterminé à prôner une solution diplomatique pour mettre un terme à cette guerre. Nous devons étudier toutes les possibilités qui nous sont offertes, notamment rétablir les canaux diplomatiques, organiser l'échange de prisonniers, utiliser les bons offices du secrétaire général. Nous avons toujours cru, été convaincus qu'un dialogue authentique, constructif et responsable était le meilleur moyen de régler ce conflit. À la lumière de ce qui précède, le Mozambique réitère son appel en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. Nous exhortons les parties à reprendre des négociations directes, et ce, à titre prioritaire. Comme le secrétaire général le disait fort éloquemment lors de notre dernière séance, le problème réside dans le mépris de la charte, laquelle aborde ce fléau de la guerre. La solution consiste à respecter la charte dans la lettre et dans l'esprit. Par conséquent, le moment est venu de réaffirmer notre attachement à la charte, de renouveler notre respect du droit international pour retrouver le chemin de la paix et de la sécurité internationale. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des femmes, le Mozambique tient à rendre hommage aux femmes du monde entier et en particulier aux femmes se trouvant dans les zones de conflit, là même où elles travaillent main dans la main avec les hommes au service de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Mozambique pour sa déclaration et donne la parole à la République de Corée. Merci, Monsieur le Président. Je remercie aussi le sous-secrétaire général Chiari et Madame Dauten pour leurs exposés. Je me félicite de la participation à cette séance des représentants de l'Ukraine, de l'Union européenne, de la Grèce, de la Pologne et de la Lettonie. Depuis la commémoration solennelle du 2e anniversaire de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie le mois dernier, nous avons vu la Russie intensifier ses attaques à l'aide de missiles et de drones contre les villes ukrainiennes. Ces attaques coûtent la vie de civils, infligent des dommages aux infrastructures civiles, à des immeubles résidentiels, des écoles, des hôpitaux, des silos à grains. Il s'agit notamment de frappes mortelles qui ont visé Odessa,
la principale ville portuaire de l'Ukraine, il y a 2 jours à peine, alors même que le Premier ministre de la Grèce et que le président de l'Ukraine y étaient en visite. Cette attaque extrêmement dangereuse à l'aide de missiles aurait frappé une zone située à quelques centaines de mètres à peine du convoi de ces 2 dirigeants. Quelles que soient les excuses avancées par la Russie, nous ne saurions négliger les incidences graves de cette frappe. En menaçant des dirigeants, ces attaques entraînent de manière totalement inutile une nouvelle escalade dans le contexte d'une situation régionale déjà fort tendue. Les conséquences de cette guerre injustifiable ont déjà entraîné des souffrances humaines indicibles, sans parler des effets boule de neige à l'échelle mondiale. Nous ne pouvons pas nous permettre une propagation supplémentaire du conflit. Il est alarmant de constater que cette guerre se prolonge encore et que l'escalade se poursuit. Monsieur le Président, ma délégation estime que l'engagement de la communauté internationale en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine est inébranlable. Cet engagement inébranlable à soutenir l'Ukraine a été réaffirmé ici même à l'Organisation des Nations Unies. Nous nous souvenons qu'une écrasante majorité de l'Assemblée générale avait adopté une résolution sur un règlement de paix global, juste et durable en Ukraine l'année dernière. Nous le répétons, le seul moyen d'atteindre cet objectif consiste pour la Russie à retirer ses troupes du territoire de l'Ukraine. Les violations flagrantes de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine doivent cesser immédiatement. Ce conflit prolongé signifie non seulement des pertes et dommages immédiats, mais la destruction prolongée accumulée, les souffrances qui perdurent rendront la reprise plus difficile encore à long terme. Dans ce contexte, nous notons les estimations alarmantes de l'équipe d'évaluation rapide des dommages et des besoins, informations diffusées par l'Ukraine, le groupe de la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations unies, qui indiquent que le coût total de la reconstruction et du relèvement de l'Ukraine atteint 486 000 milliards de dollars américains sur la décennie à venir, soit 2,5 fois le PIB de l'Ukraine. Ayant vécu les conséquences dévastatrices de la guerre, le peuple coréen ne sait que trop bien à quel point la reconstruction est difficile et douloureuse. C'est la raison pour laquelle la République de Corée est déterminée à œuvrer avec la communauté internationale pour soutenir les efforts de reconstruction de l'Ukraine. En sus des 140 millions de dollars déjà alloués au titre de l'aide humanitaire à l'Ukraine, nous fournirons 2,3 milliards de dollars supplémentaires sur les années à venir pour aider le peuple ukrainien à rebâtir sa nation. Mon gouvernement participe activement aussi à la plateforme de coordination multi-organismes et partenaires afin de mieux coordonner l'assistance collective entre les grands pays bailleurs de fonds. Merci. Je remercie le représentant de la République de Corée et donne la parole au Guyana. Merci, Monsieur le Président. Je remercie moi aussi le sous-secrétaire général Chiari et la directrice Doughton pour les mises à jour présentées aujourd'hui. Le Guyana regrette vivement que des civils continuent de perdre la vie dans le cadre de cette guerre qui se poursuit en Ukraine. Nous déplorons les récentes attaques, y compris celles qui ont frappé la ville d'Odessa, qui ont coûté la vie à plusieurs civils, dont de jeunes enfants, et qui ont fait des dommages à grande échelle sur les infrastructures civiles. Cette guerre continue d'infliger des souffrances indicibles. Des destructions sont enregistrées. Les femmes, les enfants paient le plus lourd tribut de ces bombardements toujours plus intenses. L'OCHA indique que la situation humanitaire dans les communautés sur les lignes de front, y compris dans les territoires occupés par la Fédération de Russie, atteint des niveaux catastrophiques. Plus de 3,3 millions de personnes, dont 800 000 enfants, ont besoin d'une aide d'urgence.
L'organisation a aussi documenté les dommages et destructions causées par cette guerre au cours de l'année écoulée sur des maisons, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures civiles essentielles. Nous ne pouvons pas permettre que cette situation se poursuive. Le Guyana réitère son appel en faveur de la fin des attaques visant les civils et les infrastructures civiles. Nous exhortons les parties au conflit à cesser immédiatement les attaques indiscriminées. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour protéger les civils. Nous exigeons par ailleurs que les parties respectent leurs obligations en droit international, notamment en droit international humanitaire et en droit international des droits de l'homme. Les parties doivent garantir la protection des plus vulnérables. Nous soulignons par ailleurs l'urgence qu'il y a à régler ce conflit par les voies pacifiques. Nous encourageons les parties à s'engager en faveur d'un processus politique et diplomatique digne de ce nom pour mettre un terme au conflit. Nous encourageons aussi la communauté internationale à rester constamment saisie de cette question. En conclusion, Monsieur le Président, le Guyana réaffirme son appui au respect plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et alors que nous célébrons la Journée internationale des femmes, nous saluons les femmes qui, en Ukraine et en Russie, œuvrent pour la paix. Nous sommes solidaires de ceux et celles qui pleurent des êtres chers disparus. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Guyana et donne la parole à la Chine. Monsieur le Président, avant toute chose, je remercie le sous-secrétaire général Chiari et Madame Doughton pour leurs exposés. Alors que la crise ukrainienne se poursuit, que des attaques font de nouvelles victimes civiles, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. La séance d'aujourd'hui nous montre une fois encore à quel point cette guerre est cruelle et à quel point la situation est grave. Nous sommes vivement préoccupés et attristés par cette situation. Le conflit et la confrontation ne font pas de gagnants. Tous les conflits doivent s'achever autour d'une table de négociation. Plus tôt les pourparlers débuteront, plus tôt la paix reviendra. Ce n'est que lorsque toutes les parties respectent les buts et principes contenus dans la charte et tiennent dûment compte des préoccupations des uns et des autres que l'Europe pourra réellement instaurer un dispositif de sécurité équilibré et sûr. Nous demandons à toutes les parties de garder leur calme, de faire preuve de retenue, de reprendre le dialogue pour dégager un consensus et, ensemble, trouver des solutions viables. La communauté internationale a aussi redoublé d'efforts au plan diplomatique pour faciliter la désescalade et créer des conditions propices à un règlement politique. Sur le dossier ukrainien, la Chine a toujours été juste et objective. Nous n'avons jamais renoncé à faciliter les pourparlers de paix. Le représentant spécial du gouvernement chinois sur les affaires eurasiennes est en visite en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays européens pour essayer de trouver un règlement politique à la crise ukrainienne. Nous appuyons la tenue en temps voulu d'une conférence internationale de paix, reconnue tant par la Russie que par l'Ukraine, en garantissant la participation sur un pied d'égalité de toutes les parties. Nous sommes prêts à continuer les discussions avec toutes les parties pour parvenir à un consensus autour de la fin du conflit et ouvrir la voie vers le dialogue et les pourparlers de paix, tout en poursuivant nos efforts inlassables et en jouant un rôle constructif afin de faciliter un règlement politique à cette crise. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine et donne la parole au représentant de la Suisse. Monsieur le Président, je remercie le sous-secrétaire général Mohamed Khaled Chiari et la directrice Lisa Doughton d'OCHA pour leurs exposés. Alors que nous sommes entrés dans la 3e année de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, la réunion d'aujourd'hui est un rappel de son impact dévastateur sur la population civile. La Suisse continue de déplorer le coût humain et les immenses souffrances causées par cette guerre. Chaque jour où les hostilités se poursuivent, le nombre de victimes civiles augmente, à l'instar des événements de la semaine écoulée. Nous sommes troublés par l'intensification des attaques de missiles et de drones russes au cours de ces derniers jours et des dernières semaines. En fin de semaine dernière, plusieurs régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, dont Donetsk, Mykolaïev et Kharkiv, ont été attaquées, faisant de nouvelles victimes et causant d'importants dégâts à des bâtiments résidentiels
et à d'autres infrastructures civiles, dont un hôpital et des écoles. Les attaques perpétrées à Odessa samedi dernier, et il y a 2 jours, lors de la visite du président Zelensky et du Premier ministre Mitsotakis, ont été tragiques. Comme nous l'avons entendu, 12 personnes ont été tuées lors de la première attaque, dont plusieurs enfants. Il ne s'agit là que des derniers exemples d'attaques contre la ville qui a subi d'énormes dégâts après des mois de frappes russes, détruisant et endommageant plusieurs sites culturels importants, ainsi que des infrastructures portuaires et des silos à grains. Ceci nous rappelle à quel point cette guerre, au travers de son impact sur la sécurité alimentaire, a des conséquences délétères à travers le monde. Monsieur le Président, la Suisse condamne la nouvelle série d'attaques qui a fait de nombreuses victimes civiles. Ces attaques doivent cesser immédiatement. Nous réitérons notre appel au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Le droit international humanitaire interdit les attaques contre les civils, y compris contre les enfants, qui doivent être protégés à tout moment. Nous réitérons l'importance de la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves et soutenons les efforts nationaux, régionaux et internationaux en matière de responsabilité, y compris ceux de la Cour pénale internationale qui a récemment délivré des mandats d'arrêt supplémentaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés. J'exprime également ma gratitude pour le travail des acteurs humanitaires qui ont réagi rapidement aux attaques, y compris dans la ville d'Odessa. Leur travail, qu'il s'agisse des premiers secours, du soutien psychologique ou de la distribution d'aide d'urgence, reste indispensable et doit être protégé. Enfin, la Suisse reste engagée en faveur d'une paix globale, juste et durable en Ukraine, conformément aux principes de la Charte de l'ONU. Dans l'intérêt de la protection de la population civile, une telle paix doit rester notre objectif principal. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Suisse de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la Sierra Leone. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué la présente séance d'information. Permettez-moi également de remercier les intervenants invités, M. Chiari et Mme Doughton, des informations qu'ils nous ont communiquées. Je me félicite de la présence et de la participation du représentant de l'Ukraine à la présente séance. La Sierra Leone demeure vivement préoccupée par la situation que le conflit a malheureusement engendré en Ukraine et par ses graves répercussions pour la paix et la sécurité internationale. Lors de toutes nos séances consacrées à ce conflit regrettable, nous réitérons nos appels en faveur du plein respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues et continuerons d'appeler à une cessation immédiate des hostilités. Ce faisant, nous appelons à ce que des efforts diplomatiques de bonne foi soient déployés afin de régler le conflit tout en répondant aux préoccupations légitimes des parties au conflit. Monsieur le Président, s'agissant des incidents récents auxquels la présente réunion est consacrée, nous prenons note des informations faisant état de frappes au missile, y compris contre la ville portuaire d'Odessa, alors que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président ukrainien Volodymyr Zelensky étaient présents dans la ville. Nous prenons également note du fait que des victimes et des dégâts à l'infrastructure critique ont été signalés. Il est gravement préoccupant que, plutôt que d'une cessation des hostilités, nous sommes les témoins d'une escalade plus dangereuse encore du conflit. Compte tenu de la situation, la Sierra Leone est d'avis que le moment est venu pour les parties au conflit et autres parties impliquées d'entamer un dialogue constructif pour ouvrir la voie à une solution pacifique. Il est nécessaire de mettre en branle l'initiative pour un cessez-le-feu au profit de la population ukrainienne et au profit des personnes touchées en Russie. Par ailleurs, alors que les hostilités se poursuivent malheureusement, nous réitérons l'appel lancé aux parties pour qu'elles respectent leurs obligations en vertu du droit international, en particulier du droit international humanitaire. Les civils et l'infrastructure civile doivent être protégés en tout temps. Monsieur le Président, le conflit en Ukraine continue d'avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour les parties au conflit, mais également pour la région et pour le monde entier. Ce conflit a des répercussions ramifiées sur l'économie mondiale. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous souhaitons faire la lumière sur le tribut croissant qui est imposé aux femmes par ce conflit. Selon ONU Femmes,
qu'il s'agisse des risques accrus de traite, de violences au motif de genre, de la perte de moyens de subsistance ou de la recrudescence de la pauvreté, les femmes et les jeunes filles en Ukraine se heurtent à des répercussions graves du conflit. La destruction d'ampleur de l'infrastructure a privé les rescapés de services de soins de santé et d'autres formes critiques d'appui. Aujourd'hui, protéger les civils et fournir une aide humanitaire devrait demeurer un impératif. Les atteintes aux droits humains, y compris les allégations de violences sexuelles, doivent faire l'objet d'enquêtes et des comptes doivent être rendus au profit des rescapés. Alors que les femmes continuent d'être frappées de manière différente par le conflit, elles doivent être représentées au sein de toutes les plateformes décisionnelles concernant la désescalade, la prévention des conflits, l'atténuation et tout autre processus visant à parvenir à la paix et la sécurité pour tout un chacun. En conclusion, qu'il nous soit permis de réitérer notre appel pour que des mesures effectives soient prises pour assurer une cessation immédiate des hostilités. Nous appelons les parties au conflit à dialoguer de manière constructive et de bonne foi afin de trouver une solution politique et diplomatique telle que prévue par l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Sierra Leone de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le monde entier célèbre une grande fête, la Journée internationale de la femme. Comme vous le savez, notre pays, sous l'URSS déjà, a jeté des bases robustes pour une réelle égalité entre hommes et femmes pour leur donner de véritables possibilités professionnelles. Et contrairement à nos collègues, nous ne souhaitons pas gâcher cette journée par des allégations anti-russes. Et je souhaiter à toutes les femmes présentes au Conseil de sécurité une excellente fête. Je leur souhaite succès professionnel et bien-être. Vous contribuez réellement au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, nous avons déjà à maintes reprises prouvé par le biais d'exemples concrets que les frappes précises des forces armées russes à l'encontre d'objectifs en Ukraine liés au potentiel militaire du régime de Kiev ne créent pas le moindre risque pour les civils de ce pays ne s'y trouvant pas. Les Ukrainiens eux-mêmes le savent. Ils ont pu s'en convaincre à maintes reprises. Ce sont les boucliers antimissiles non professionnels ukrainiens qui les menacent puisqu'ils ont été déployés dans des quartiers civils des villes ukrainiennes en violation des normes du DIH. Nous nous en souvenons. Un missile de défense antimissile ayant dévié de son cap avait détruit la cathédrale de la Transfiguration à Odessa. De même, des bâtiments résidentiels avaient été endommagés à Kiev, à Kharkiv, à Dnipropetrovsk ou à Odessa ou dans d'autres villes encore. Je le répète, les Ukrainiens le savent. Et la nature même des destructions, comme pourront en attester toute personne connaissant ne serait-ce qu'un peu les armes modernes, ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit de frappes aux missiles directs. Toutefois, les représentants du régime de Kiev et les marionnettistes occidentaux tentent avec une insistance maniaque et presque inexplicable de présenter ces dysfonctionnements des boucliers antimissiles comme des frappes délibérées de la Russie contre des objectifs civils. Et c'est là l'objectif, certes inatteignable, de la présente séance. Chers collègues, entre le 2 et 8 mars, il est vrai que les forces armées russes ont réalisé 34 frappes groupées avec des armes de précision, des lance-roquettes multiples ou encore des drones contre des objectifs en Ukraine, où étaient assemblés et préparés des bateaux sans pilote, où se trouvaient des arsenaux, des stocks de carburant pour les équipements militaires, des points de déploiement de contingents ukrainiens ou encore des contingents de nationalistes et de mercenaires étrangers. Comme le confirment des données objectives et comme en attestent de nombreux usagers ukrainiens des réseaux sociaux, tous nos objectifs ont été frappés avec succès. Les images que l'on peut facilement trouver sur Internet montrent bien que du fait de tirs désordonnés de missiles antimissiles ukrainiens, des missiles et des obus sont tombés dans des quartiers qui ne faisaient pas l'objet d'attaques. Les commentaires qui se trouvent sous ces publications affirment qu'il faut davantage craindre les boucliers antimissiles imprévisibles ukrainiens et non les missiles russes. Cette question est même abordée dans le cadre de reportages sur les chaînes de télévision occidentales, des chaînes qui peinent de plus en plus à cacher la vérité. Ainsi, dans un reportage de CNN mené dans une ville à tendance à libération, la ville de Tchassov Yar, l'une de ses habitantes faisait les aveux suivants.
Les Ukrainiens nous privent d'eau. Ils se rendent dans des maisons où se trouvent des civils et ils s'en servent comme poste de tir. Ils se cachent derrière les civils. » Fin de citation. Ce reportage montre bien que les autres habitants de Chastov Yar attendent avec impatience les troupes russes. Et c'est compréhensible. Alors que des nazis ukrainiens utilisent des civils comme des boucliers humains, même les plus fervents défenseurs du régime de Zelensky sont forcés de changer d'avis. Et pourtant, nos collègues occidentaux demeurent sourds à ces signaux qui continuent d'espérer que le régime de Kiev, qui se bat pour ses intérêts, pourra vaincre l'armée russe. Toutefois, il est vrai que les paris ont déjà été revus à la baisse, et plutôt que d'appeler à aider l'Ukraine à l'emporter, on entend de plus en plus des déclarations selon lesquelles on ne saurait permettre une victoire de la Russie. Alors que l'armée russe prend pleinement le dessus sur le champ de bataille, la question est désormais de savoir ce que sont prêts à entreprendre les parrains de Zelensky et sa clique pour préserver leur projet géopolitique qu'est celui de créer une anti-Russie aux portes de la Russie. Les livraisons en armement ne suffisent clairement pas. Comme l'ont montré ces derniers jours, les fameux chars Abrams brûlent aussi bien que les fameux chars allemands Léopard, tout comme il y a 80 ans dans les plaines ukrainiennes brûlaient leurs prédécesseurs, les Tigres et les Panthères allemands. Aucune nouvelle livraison d'armes en Ukraine ne saurait mettre un terme à l'agonie du régime de Kiev en faillite. Elle ne saurait que prolonger son agonie au prix de dizaines, voire de centaines de vies d'Ukrainiens, les mêmes Ukrainiens que les autorités de Kiev enlistent en pleine rue et envoient une boucherie sans nom. Ce qui est en effet en jeu, c'est la survie du régime de Zelensky et le prestige de ceux qui sont responsables du coup d'État anticonstitutionnel qui a eu lieu à Kiev il y a 10 ans. Ces perspectives suscitent dans le chef de décideurs politiques et responsables l'envie de nourrir l'escalade du conflit pour en faire un affrontement direct et non plus indirect entre la Russie et l'OTAN. Il est difficile d'interpréter autrement les propos du président français Macron quant à la nécessité d'envoyer des forces de l'Alliance en Ukraine afin d'éviter l'effondrement du régime de Kiev. Nous regrettons que rien n'ait été dit au sujet de ces idées qui pourraient donner lieu au début de la Troisième Guerre mondiale par le représentant de la France. Lors de son intervention, nous regrettons également que la représentante de l'Allemagne n'ait pas demandé à participer à la présente réunion alors qu'elle est pourtant si active d'habitude. Nous aurions souhaité entendre ses observations concernant les discussions qui ont fuité dans les médias entre militaires allemands de haut rang qui parlait de la manière d'aider les Ukrainiens à détruire le pont de Kerch en Crimée et à mener des frappes à l'intérieur du territoire russe. Lors de ces conversations, nous avons obtenu la preuve que les Américains, les Britanniques et les Européens étaient directement présents en Ukraine et qu'ils aidaient l'armée ukrainienne à choisir leurs objectifs. Cela confirmait ce que nous disons de longue date. Toute utilisation d'armes occidentales de longue portée rend leurs fournisseurs complices des crimes commis par Zelensky et sa clique. Grâce aux enquêtes du New York Times, nous avons également appris que le projet Ukraine était la plus grande opération de la CIA de son histoire, une opération qui a commencé bien avant 2014. Nous avons également appris que directement après le coup d'État, d'importants centres de renseignement de la CIA ont fait leur apparition à proximité de la frontière russe. Nous regrettons que le représentant des États-Unis n'ait dit mot à ce sujet. Il aurait également été bon que les représentants de l'OTAN au Conseil fassent la lumière sur la logique biaisée de l'Alliance. Initialement, ces dirigeants disaient que l'OTAN devait s'élargir pour inclure l'Ukraine, car la Russie n'attaquerait pas un pays membre de l'OTAN. Aujourd'hui, nous entendons qu'il ne faut pas permettre la Russie de l'emporter en Ukraine, car ensuite elle irait plus loin et attaquerait l'OTAN. Où est le bon sens dans vos interventions, messieurs? Et où est la cohérence? Et pourtant, cette cohérence se manifeste clairement lorsque vous tentez de présenter la Russie comme un ennemi, un agresseur, en faisant fi du fait que votre agression contre la Russie avec le concours de l'Ukraine a commencé il y a au moins 10 ans. Nous pourrons en dire davantage au sujet de ces éléments défavorables pour nos collègues ukrainiens, nos collègues occidentaux, lors de la séance du 22 mars que nous avons demandé. Monsieur le Président, comme l'affirme le grand proverbe turc, lorsqu'un clown déménage dans un palace, il ne devient pas roi. Le palace devient un cirque. On pourrait bien évidemment envisager toute la situation en Ukraine comme un cirque si les conséquences n'étaient pas si tragiques et catastrophiques pour cet État.
toutefois des numéros de cirque qui demeurent populaires. Nous avons tous entendu parler des sirènes qui retentissaient à Kiev et dans d'autres villes lors de la visite de délégations étrangères de haut rang alors qu'aucune attaque n'avait lieu. Cela fait partie d'un programme de cirque qui accompagne la présence de dirigeants étrangers en Ukraine. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à Odessa, qui faisait réellement l'objet de frappes alors que s'y trouvait une délégation grecque de haut rang, les sirènes n'ont pas retenti. Ce numéro n'était pas au programme du cirque. Je souhaite appeler tous ceux qui déchaînent leur passion du fait de cet épisode à se poser une question simple. Pensez-vous réellement que si nous souhaitions attaquer le cortège de Zelensky, nous n'aurions pas pu le faire? Tentez d'y répondre, mais honnêtement, en particulier en tenant compte du fait que vous savez très bien que ces frappes ont neutralisé des centres de production de drones navals, plus particulièrement des centres d'assemblage de composantes fournis par la Grande-Bretagne. C'est un objectif à nos yeux bien plus important que d'attaquer Zelensky, qui prend des selfies dans des villes qui seront libérées par l'armée russe. Si vous pensez que nous souhaitons nous débarrasser du chef du régime de Kiev, je dois vous décevoir. Cela ne fait pas partie de nos plans. La réincarnation de Monsieur Galaborodka de la série Le serviteur du peuple a été élu par la population ukrainienne, croyant en ses promesses visant à établir la paix dans le Donbass et visant à protéger la langue russe et les citoyens russophones en Ukraine. Nos objectifs sont plus importants. Il s'agit d'atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. Et puisque vous ne souhaitez pas parler de la manière pacifique de parvenir à ces objectifs, nous sommes contraints d'avoir recours aux moyens militaires, avec toutes les conséquences que cela a pour l'Ukraine et les parrains du régime de Kiev en Occident, des conséquences qui commencent à se faire jour. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de son intervention. Je donne maintenant la parole à la représentante de Malte. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie à mon tour le sous-secrétaire général Chiari et Madame Doughton de leur exposé édifiant et je me félicite de la présence du représentant permanent de l'Ukraine à la présente séance. Le 6 mars, les délégations officielles de l'Ukraine et de la Grèce, emmenées par le président ukrainien et par le Premier ministre grec, respectivement, se sont rendus dans la ville ukrainienne d'Odessa. Les pourparlers visaient à aborder la question de l'assistance nécessaire pour établir l'infrastructure civile. Il s'agit d'églises, d'écoles, de sites de patrimoine culturel en Ukraine qui ont été endommagés ou détruits du fait de la guerre d'agression russe. Alors que cette visite avait lieu, la ville a été attaquée par des explosifs mortels, y compris dans le port voisin. Les forces russes ont à maintes reprises fait montre d'indifférence quant au fait que leur cible soit de nature militaire ou civile. Depuis la semaine dernière, nous avons été témoins d'une escalade considérable de la violence en Ukraine. Les forces russes ont multiplié leurs attaques brutales contre les civils et l'infrastructure civile dans la ville portuaire d'Odessa, détruisant des bâtiments résidentiels et en endommageant d'autres bâtiments essentiels. Malheureusement, 12 civils, y compris 5 enfants, ont été tués lors d'une attaque le 2 mars. D'autres victimes parmi les civils ont également été signalées dans la région de Kherson et de Donetsk du fait des attaques aériennes de la Russie. Nous le répétons une fois encore, les attaques contre les civils et l'infrastructure civile sont prohibées en vertu du droit international. Ces attaques sont inacceptables et doivent immédiatement cesser. La population civile a énormément souffert de cette guerre brutale et doit être protégée à tout prix. Ces actes à l'encontre de la population civile sont profondément préoccupants et sont inacceptables. Malte condamne ces attaques atroces et nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Soyons clairs. La persistance de ces attaques et l'escalade de la violence qui donne lieu à des victimes parmi les civils montrent l'absence d'attachement complet de la part de la Russie pour la paix. Cela montre bien son mépris pour le droit international et son dédain le plus complet pour la vie humaine. L'agression russe entre dans sa troisième année et malheureusement rien ne semble annoncer une fin de cette guerre illégale, injustifiée et non provoquée. Selon le HCDH, au moins 10 000 civils auraient été tués et plus de 18 500 auraient été blessés.
À chaque jour qui passe, les dégâts et les conséquences humanitaires que ce conflit provoque en Ukraine, ainsi que pour la sécurité internationale, deviennent de plus en plus évidents. Malte continuera d'œuvrer pour que justice soit rendue et pour que des comptes soient rendus pour tous les crimes commis en lien avec la guerre russe en Ukraine, y compris pour les crimes d'agression. Malte appuie pleinement le travail important que mènent la CIJ et la CPI, ainsi que la commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine dans le cadre de leurs efforts d'enquête. Nous devons rétablir la paix et la sécurité internationale pour offrir un avenir meilleur à nos enfants. En conclusion, Monsieur le Président, Malte le répète, la seule manière de parvenir à une paix juste et pérenne passe par un retrait immédiat de la Russie, par une cessation immédiate des hostilités. Je vous remercie. Je remercie la représentante de Malte de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également le sous-secrétaire général Khaled Khiari et la directrice Lisa Doughton de leur exposé édifiant. Nous nous réunissons à l'occasion d'une séance d'urgence aujourd'hui afin de délibérer d'une autre série d'attaques qui auraient entraîné des victimes parmi les civils en Ukraine. Je peux imaginer à quel point il est épouvantable de se sentir en danger. Mais je ne peux pas imaginer ce que ressentent les civils alors que leur sécurité est constamment menacée. Malheureusement, il s'agit d'une situation que connaissent de nombreux civils jour après jour de part et d'autre de la frontière. Et aucune perspective de paix ne semble se dégager pour l'heure. Cela devrait nous rappeler à quel point il est urgent et critique de veiller à la désescalade des tensions et à une cessation des hostilités. Ces faits devraient également encourager les parties à privilégier un règlement pacifique de cette crise. Ces faits devraient également les encourager à mener un dialogue inclusif et constructif, un dialogue qui n'aurait qu'un seul but, parvenir à une solution politique juste et pérenne. Une solution qui doit être guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies et par les préoccupations sécuritaires légitimes des deux parties. Ces faits devraient également renforcer notre détermination à intensifier nos efforts diplomatiques pour parvenir à un règlement pacifique de ce différend. Nous appelons une fois encore les parties à privilégier la voie de la paix et du dialogue. L'escalade, les clivages et la confrontation ne feront qu'engendrer davantage de tensions, davantage de destruction et de manière plus importante encore, ne feront qu'imposer un tribut plus important encore, en particulier pour les civils. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention. Je vais maintenant prononcer une déclaration en ma qualité de représentant du Japon. Je souhaite à mon tour remercier le sous-secrétaire général Khiari et la directrice Doughton de leur exposé. Il y a tout juste 2 semaines, dans cette même salle, nous avions une fois encore condamné la Russie de son agression non provoquée à l'encontre de l'Ukraine. Une agression qui dure depuis plus de 2 ans, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Une agression qui continue d'être source de souffrance pour les femmes et jeunes filles en Ukraine, alors même qu'aujourd'hui nous célébrons la Journée internationale de la femme. La Russie a tenté, comme à l'accoutumée, de justifier l'injustifiable, mais la communauté internationale ne saurait être convaincue par ces excuses. Les attaques incessantes de la Russie à l'encontre d'Odessa se poursuivent, entraînant des victimes parmi les civils et la destruction de l'infrastructure civile. Nous sommes profondément soulagés d'apprendre que le président ukrainien et le Premier ministre grec qui se trouvaient dans la région sont sains et saufs. Aujourd'hui, nous avons pu entendre des exposés détaillés portant sur
la réalité morose qu'est celle de la mort et la destruction provoquées par les actes de la Russie. Compte tenu de ces innombrables atrocités, peut-on réellement croire que la Russie cherche la paix? Nous réitérons notre attachement au principe selon lequel la paix en Ukraine doit faire fond sur la Charte des Nations Unies, telle que l'a exigée l'Assemblée générale. Nous devons nous opposer à ceux qui continuent de lancer des drones et des missiles contre des civils. Nous devons défendre la Charte des Nations Unies et l'État de droit, et nous devons forcer les responsables de ces actes à rendre des comptes en vertu du droit international et devons combattre toute impunité. Nous exhortons une fois encore la Russie à mettre un terme à son agression et à retirer immédiatement, de manière complète et sans condition, ses troupes et équipements militaires de l'ensemble du territoire ukrainien dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Notre engagement à soutenir l'Ukraine demeure inlassable. L'Ukraine qui défend vaillamment sa population, son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, conformément à la Charte des Nations Unies. Notre gouvernement, aux côtés du secteur privé japonais, continuera d'appuyer l'Ukraine et ses efforts de reconstruction résilients. Le Japon est solidaire avec l'Ukraine et le demeurera tant qu'il le faudra. Je vous remercie. Je reprends maintenant mes fonctions de président du Conseil. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Ukraine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Monsieur le sous-secrétaire général Chiari, Madame la directrice d'OTAN, je dois également prendre acte de la présence d'une équipe exclusivement féminine représentant la Fédération de Russie aujourd'hui en cette journée de célébration. Et alors que les femmes représentent aujourd'hui la Russie, les hommes qui représentent la Fédération de Russie s'en sont tenus à quelques balbutiements, alors même que la Russie continue de tuer des femmes et des jeunes filles. En tant que représentant d'un membre originel de l'ONU, je puis dire que les 33 dernières années qui ont marqué la présence de la Russie au sein de l'organisation a été marquée par des confiscation de territoires, des guerres, des agressions contre des pays voisins et sur d'autres continents. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale n'ont jamais donné suite à la lettre du président russe Yeltsin du 24 décembre 1991 quant à leur désir de reprendre le statut de membre de l'Union soviétique. Un vote n'a jamais eu lieu à ce sujet. Et nous voyons pourtant que la Russie continue de s'accaparer le siège de l'Union européenne. Elle continue de terroriser les Ukrainiens en attaquant l'infrastructure civile et des zones résidentielles en utilisant des missiles, des drones, des bombes aériennes téléguidées et différentes armes d'artillerie. Rien que la semaine dernière, entre le 26 février et le 3 mars, les forces russes ont eu recours à quelques 400 bombes aériennes téléguidées, plus de 50 drones Shahid et plus de 40 missiles à l'encontre de villes et villages ukrainiens. La ville d'Odessa a été une cible toute particulière qui a fait l'objet de pilonnages quasi quotidiens. Les conséquences les plus tragiques ont été enregistrées après une attaque nocturne de drones à l'encontre d'Odessa le 2 mars. L'un des drones a frappé un bâtiment résidentiel, détruisant ainsi 18 appartements. 12 résidents, y compris 5 enfants, ont perdu la vie alors qu'ils dormaient paisiblement dans leur lit. De nombreux résidents ont également été blessés. Il est important de noter que les blessures causées par les missiles et les drones sont souvent graves et il est difficile de s'en remettre. Le nombre réel de victimes à la suite des frappes aériennes russes pourrait être plus importante que les chiffres ne le laissent à penser immédiatement après les opérations de sauvetage.
Par exemple, le 3 mars, une autre victime d'un acte de terreur russe à Odessa, une femme de 61 ans, a succombé à ses blessures, des blessures qui lui avaient été infligées 10 jours avant, le 23 février, par des frappes russes. Le meurtre sanglant d'enfants à Odessa, qui a eu lieu le 2 mars, a enhardi les Russes, qui ont redoublé d'attaques. Dans la nuit du 5 mars, des attaques aux drones contre Odessa ont duré pendant 3 heures. Les défenses aériennes ukrainiennes ont pu intercepter 18 drones. La nuit suivante, le 6 mars, Odessa a été attaquée par 22 drones. 18 ont été abattus par nos forces. Toutefois, les 4 drones restants ont endommagé l'infrastructure civile. En tout, la Russie a lancé 42 drones Shahed et de nombreuses frappes de missiles, prenant non seulement pour cible Odessa, mais également Dnipropetrovsk, Kitrov, Kherson, Kharkiv, Nyssa ou Soumy. Plus tard, le 6 mars, les forces russes ont lancé une attaque à l'aide de missiles contre le port d'Odessa. Pendant cette attaque, la ville accueillait le président de l'Ukraine et le premier ministre de la Grèce, lesquels se trouvaient à proximité du lieu d'explosion d'un des missiles. Quelques centaines de mètres le séparaient de la délégation officielle. Malheureusement, 5 personnes ont perdu la vie et 5 autres ont été blessées sur le territoire du port du fait de cette frappe. Le 7 mars, une nouvelle attaque a été menée à Odessa à l'aide de missiles. Sur le site du deuxième port, 5 personnes ont été tuées et 7 ont été blessées. Les destructions, les dommages causés à 4 bâtiments ont aussi été considérables. Monsieur le Président, tout ceci nous montre qu'en choisissant Odessa comme une des principales cibles des frappes aériennes, les agresseurs russes essaient de mettre à mal le couloir maritime établi par les forces navales ukrainiennes après que la Russie a sapé l'initiative céréalière en mer Noire. La Russie a failli dans ses tentatives de chantage avec la communauté internationale en se retirant de cette initiative. Cependant, l'Ukraine reste déterminée à garantir la sécurité alimentaire mondiale en dépit de la guerre. Et à ce titre, elle a lancé un couloir maritime et continue d'en améliorer l'efficacité. Depuis août 2023, près de 30 millions de tonnes de marchandises ont été exportées vers 42 pays du monde à partir des ports d'Odessa, de Pivdeni et de Tchornomorsk. Plus de 8 millions de tonnes ont notamment été exportées rien que pour février. 80% de ces expéditions contiennent des produits agricoles. De fait, les exportations des ports ukrainiens en mer Noire atteignent des niveaux comparables à ceux d'avant l'invasion à grande échelle. La diminution de la flotte russe en mer Noire est un fait. Elle n'ose même plus apparaître dans la partie nord-ouest de la mer Noire. Elle n'envisage même plus de bloquer les ports ukrainiens. Il ne reste donc plus qu'à la Russie lancer des missiles pour essayer d'intimider l'Ukraine et ses partenaires commerciaux. Par conséquent, renforcer les capacités de défense aérienne permettra d'accélérer l'envoi des cargos et de mieux protéger les ports. Selon les experts, la modernisation des infrastructures pertinentes, conjuguée à des mesures de sécurité adaptées, permettrait d'accroître les volumes d'au moins un quart, ce qui permettrait de réduire encore la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire. Avec les compagnies d'assurance internationales, l'Ukraine met en œuvre des projets qui visent à réduire le coût de l'assurance risque liée à la guerre pour tous les exportateurs de produits ukrainiens. En janvier, le premier navire assuré contre les risques de guerre s'est rendu dans les ports d'Odessa pour y être chargé. Le coût de l'assurance de ce navire était considérablement inférieur que le coût pendant la période de l'initiative de la céréalière. Les conséquences humanitaires de la guerre que mène la Russie en Ukraine
ne cesse d'augmenter à mesure que l'agression se poursuit. Aujourd'hui, les agences de répression ukrainiennes ont lancé des enquêtes sur 143 508 crimes de guerre et 16 650 crimes contre la sécurité nationale. Il s'agit notamment de crimes impliquant l'assassinat de 11 973 civils, dont 534 enfants. Il porte aussi sur les blessures infligées à plus de 19 200 civils, dont plus de 1 200 enfants. Et ces chiffres ne tiennent pas compte de ce qui se passe dans les territoires temporairement occupés. La Russie ne fait qu'infliger des dommages délibérés aux civils, attaquant des infrastructures civiles essentielles, des écoles, des hôpitaux ukrainiens. Elle poursuit cette pratique odieuse de l'enlèvement d'enfants ukrainiens. À ce jour, les autorités ukrainiennes ont recensé 19 546 enfants qui ont été déportés vers la Fédération de Russie. À ce jour, seuls 388 d'entre eux ont pu retrouver leur famille. Nous avons aussi réussi à obtenir le retour de douzaines d'enfants des territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Si le défi le plus urgent consiste à libérer les civils ukrainiens détenus illégalement, selon le médiateur ukrainien, plus de 28 000 civils ukrainiens sont détenus au secret dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine ou en Russie, dans des conditions inhumaines. La Russie doit être traduite en justice pour les dommages causés aux infrastructures civiles ou leur destruction en Ukraine. Leur nombre, tel qu'enregistré par les services de répression ukrainiens, dépasse les 151 000, dont 121 855 bâtiments résidentiels, 3 047 établissements éducatifs et 738 établissements médicaux, 537 bâtiments culturels et 172 bâtiments religieux. Sans parler des 5 771 réseaux d'approvisionnement en eau et en électricité. Plus de 200 écoles ont été détruites et 1600 autres ont été endommagées. En d'autres termes, une école sur 7 en Ukraine a été endommagée, ce qui a gravement limité l'accès des enfants à l'éducation. Monsieur le Président, les possibilités d'action pour la Russie n'augmentent que lorsque l'Ukraine se trouve à court d'armes pour se défendre. La Russie exploite alors immédiatement cette situation pour faire main basse sur de nouvelles terres ukrainiennes, comme nous l'avons vu à Advilikia, et pour tuer davantage d'enfants ukrainiens, comme ce fut le cas à Odessa. Des millions d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes ont perdu des proches, des amis, depuis le début de l'agression russe. Toutes et tous ont été tués par la Russie. Alors même que je vous parle, alors que nous sommes réunis ici dans cette salle, la Russie continue de tuer des Ukrainiens sur le territoire de l'Ukraine. Il est important de rappeler que la Russie n'est pas simplement une tâche sur la carte politique du monde. La Russie a un visage, et pas simplement le visage de Poutine, ce dictateur assassin qui est sur le point de se ramener au pouvoir la semaine prochaine. La Russie, c'est aussi le visage de son représentant dans cette salle. Pour des millions de personnes, ces visages représentent ceux qui ont tué leurs êtres chers. Et ce sont ces visages que l'on retrouvera dans nos livres d'histoire. Le visage d'une personne qui, jour après jour, continue de déverser des torrents de mensonges, et pas uniquement dans le cadre de réunions portant sur l'Ukraine. Et ici, je ne m'adresse pas à l'envoyé de Poutine, ce serait vain. Je m'adresse ici aux membres légitimes du Conseil de sécurité. Les conclusions sont claires. Le défendeur devrait bénéficier d'un soutien adéquat pour exercer son droit inhérent à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Quant à l'agresseur, la communauté internationale devrait maintenir la pression
pour assurer le respect de la formule de paix ukrainienne et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 23 février 2023, intitulée Principes de la Charte des Nations unies qui sous-tendent une paix globale juste et durable en Ukraine. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Ukraine et donne la parole à son Excellence M. Stavros Lambrinidis, chef de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations unies. Merci, Monsieur le Président. Le représentant de la Russie s'est dit que la situation était suffisamment drôle aujourd'hui pour partager avec nous une bonne blague. Lorsqu'un clown arrive dans un palais, il ne devient pas un roi, mais le palais devient un cirque. La situation est assez ironique que le seul qui soit entré en Ukraine par la force, c'est le président Poutine, c'est la Russie. Le fait est que l'agression de la Russie n'est pas une question qui prête à rire. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'intervenir au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Les pays candidats, Macédoine du Nord, Monténégro, Albanie, Ukraine, République de Moldova, Bosnie, Herzégovine et Géorgie, le pays membre de la ELE, le Liechtenstein, membre de la zone économique européenne, ainsi qu'Andorre, Monaco et Saint-Marin, s'associent à cette déclaration. Monsieur le Président, lorsque le secrétaire général de l'ONU s'est rendu à Kiev en 2022, des missiles russes ont frappé la ville. Lorsqu'une délégation de dirigeants africains s'est rendue en Ukraine en mission de paix l'année dernière, une fois encore, la Russie a frappé. Et mercredi, alors que le Premier ministre de la Grèce retrouvait le président ukrainien Zelensky à Odessa pour rendre hommage aux victimes d'une frappe russe, dont nombre d'enfants, une fois encore, la Russie a mené des attaques aériennes qui ont frappé une zone dangereusement proche de ces deux dirigeants. Depuis plus de 2 ans, le peuple ukrainien endure ces attaques au quotidien. L'Union européenne réaffirme sa condamnation déterminée de la guerre d'agression illégale, non provoquée, injustifiée de la Russie, qui représente une violation manifeste du droit international, y compris de la Charte des Nations unies et des résolutions de l'Assemblée générale. Les frappes aériennes systématiques de la Russie qui visent des objets civils et des infrastructures critiques en Ukraine sont inacceptables et doivent cesser. Ces attaques intentionnelles contre des civils et des infrastructures civiles sont autant de preuves toujours plus nombreuses des crimes de guerre commis, tels qu'indiqués par la Commission internationale indépendante d'enquête sur l'Ukraine. La Russie et ses dirigeants doivent être tenus comptables de cette guerre d'agression contre l'Ukraine et pour l'ensemble des autres crimes graves en droit international, tout comme pour les dommages massifs causés par cette guerre. Nous réitérons notre soutien à l'action de la CPI et condamnons les tentatives constantes de la Russie de saper son indépendance, son mandat international et son fonctionnement. Au début de la semaine, la CPI a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de 2 officiers militaires russes, Sergei Ivanovitch Kobylash et Viktor Nikolaevitch Sokolov, pour allégation de crimes de guerre et avoir dirigé des attaques visant des civils et des objets civils. Nous rappelons aussi l'ordonnance juridiquement contraignante de la Cour internationale de justice du 22 de mars 2022, demandant à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. Nous devons toutes et tous continuer de réaffirmer, à chaque fois que l'occasion nous en est donnée, de manière déterminée, plus encore lorsque la Russie bombarde et menace des civils, notre soutien d'airain à l'indépendance, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'intérieur de ses frontières reconnues internationalement, ainsi que son droit à la légitime défense. Monsieur le Président, dans quelques jours, la Russie va convoquer des élections dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Elle a déjà commencé à le faire dans certaines régions le 25 février. Au travers de scrutins par courrier. La Russie n'est nullement fondée à mener ses actions sur le territoire de l'Ukraine. Nous condamnons sans équivoque et rejetons les tentatives illégales d'annexion par la Russie de la Crimée et de Sébastopol, de certaines parties des régions de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporijia. Nous exhortons l'ensemble des États membres de l'ONU à faire de même, dans le droit fil de la Charte des Nations unies et les résolutions de l'Assemblée générale adoptées par une écrasante majorité des États membres.
La solution pour parvenir à une paix globale juste et durable consiste pour l'agresseur à retirer immédiatement, complètement et sans condition l'ensemble de ses troupes et matériel militaire de l'intégralité du territoire de l'Ukraine et à respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale conformément à la décision de l'Assemblée générale. Il s'agit aussi de mettre immédiatement un terme à ces bombardements constants et brutaux du pays et du peuple ukrainien. En conclusion, l'Union européenne continuera de mêler des efforts à l'international pour rallier l'appui le plus important de la communauté internationale en faveur d'une paix globale juste et durable, en faveur des principes et objectifs de la formule de paix ukrainienne, pour convoquer un sommet mondial sur la paix. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, Monsieur Lambrinidis, pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi au sous-secrétaire général Chiari et à la représentante de l'OCHA pour leur déclaration. Nous nous associons à la déclaration prononcée à l'instant par l'Union européenne et tenons à ajouter quelques remarques au nom de notre pays. Le 6 mars, la Russie a lancé une attaque aérienne sur la ville portuaire d'Odessa en mer Noire, alors que le Premier ministre grec Mitsotakis et le président Zelensky se rendraient dans la ville. L'explosion a eu lieu à quelques centaines de mètres de leur cortège. Ils n'ont pas eu le temps de trouver refuge dans un abri. Heureusement, personne n'a été blessé et en dépit de l'explosion, ils ont poursuivi leur programme à Odessa et ont visité des sites d'importance historique et culturelle importants pour la Grèce. Malheureusement, cette frappe russe a tué 5 civils. Quelques jours avant, la Russie lançait une autre attaque au drone sur Odessa, frappant un immeuble d'habitation, tuant 12 civils, dont 5 enfants. Le Premier ministre Mitsotakis et le président Zelensky se sont rendus ensemble sur place, ont déposé des fleurs en mémoire de ces victimes innocentes. La Grèce condamne, en les termes les plus vigoureux qui soient, les attaques visant délibérément des civils, des femmes, des enfants et les infrastructures de caractère civil en Ukraine, dans le cadre de cette guerre d'agression non provoquée et injustifiée de la Russie. Toutes les attaques contre les civils et les infrastructures civiles doivent cesser immédiatement. Elles sont interdites en droit international et sont tout simplement inacceptables d'un point de vue moral et humanitaire. La visite du Premier ministre Mitsotakis à Odessa avait été organisée en témoignage de notre solidarité avec le peuple ukrainien qui se bat pour sa liberté, pour son intégrité territoriale, sa souveraineté et pour démontrer le soutien constant de la Grèce à l'Ukraine. Nous condamnons une fois encore de manière déterminée la guerre d'agression contre l'Ukraine qui est une violation manifeste de la charte et réaffirmons notre appui à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'intérieur de ses frontières reconnues internationalement et son droit à la légitime défense face à cette agression de la Russie. Nous réaffirmons notre détermination à continuer de fournir un soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire fort à l'Ukraine et à son peuple tant que ce sera nécessaire. Par principe, la Grèce condamne en les termes les plus vigoureux toute violation de la paix et de la sécurité internationale au travers d'une action militaire, quel qu'en soit l'auteur, et visant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre État. Il est impossible de ne pas percevoir ici le lien entre l'Ukraine et Chypre. Chypre dont la population continue de subir les conséquences d'une agression et d'une invasion étrangère. Il est impossible de ne pas faire montre de la même solidarité dans les deux cas. La Grèce est disposée à contribuer à la résilience de l'Ukraine au travers des ports du nord de la Grèce, en offrant le port d'Alexandroupolis comme pôle permettant d'envoyer de l'aide et d'impliquer la flotte maritime de navires marchands grecs pour acheminer les vivres, les denrées alimentaires et autres marchandises et ressources énergétiques. Nous avons soutenu l'établissement de dispositifs de l'Union européenne pour l'Ukraine et nous essayons de voir comment rétablir le centre historique détruit et qui appartiennent au patrimoine de l'UNESCO. Nous appuyons l'initiative en faveur d'une paix juste, globale et durable. Avec nos partenaires, nous continuerons d'œuvrer sur la formule de paix ukrainienne pour rallier l'appui international le plus important possible derrière ces principes et objectifs clés. Avant de conclure, je souligne que la Grèce, en sa qualité adéquate actuelle et, je l'espère, en tant que membre futur élu du Conseil de sécurité, continuera de s'opposer au recours illégal à la force dans les relations internationales en violation flagrante des principes de la Charte. Nous continuerons de prôner le respect du droit international de la justice et œuvrerons pour préserver les principes d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières, de souveraineté nationale et de liberté de navigation. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Grèce et donne la parole au représentant de la Pologne.
Monsieur le Président, Excellences, la Pologne s'associe à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Nous remercions le Japon d'avoir convoqué cette